me dit, voilà, j'ai fait ce qu'on m'avait dit. Et donc aujourd'hui, on me prête 100 000 euros. Eh ben, on a trouvé un studio à Rouen à investir dans l'ancien complètement réhabilité. Voilà, et qui en ce moment est loué. Donc, tu vois, alors je ne m'attendais pas à la revoir. Je te dis, tu as acheté un bien qui vaut 200 000 euros, tu le revends dans 15 ans, il vaut toujours 200 000 euros. Mais si toi, tu as remboursé que 30% du montant du bien, bah, vaut mieux avoir fait une petite opération et d'avoir sorti en cash 130 000 euros sur 15 ans que de n'avoir rien fait. Peut-être que tu auras pu en faire une avec 200 000 euros de cash. Mais entre 130 000 et zéro, vaut mieux avoir fait celle de 130 000 en fait. Là, je vais te raconter une histoire. Le coût d'inaction des gens qui avaient des taux à 1 il y a 2 ans et demi. Les gens, mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils se mangent les doigts. Ils se mangent les doigts. Ils n'ont rien fait. Donc, ils ont continué, pour certains, à payer de l'impôt. Ils avaient des taux à 1, aujourd'hui ils reviennent dans le pipe. Bon, bah, ça se trouve, dans 3 ans, il n'y a plus de Pinel, il n'y a rien, ils économisent Walou. Bienvenue à toi sur un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pourrait, comment dire, qui pourrait diviser les auditeurs du podcast, qui pourrait faire rire certains, qui pourrait faire en sorte qu'on se chamaille de temps en temps sur certains sujets, notamment la partie patrimoniale, la partie la plus, comment dire, douloureuse de notre parcours d'immobilier, parce que d'investisseur, parce qu'on se dit souvent oui, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment rentable? On parle tout le temps en ROI. J'aime beaucoup qu'on parle de ROI, sauf que si tu parles en ROI, ça veut dire que tu es déjà passé à l'action. Mais est-ce que tu es déjà vraiment passé à l'action? Parce qu'il y a aussi le coût de l'inaction. On va pouvoir parler de ces sujets-là, le coût de l'inaction, on va pouvoir parler de stratégie patrimoniale avec notre invité du jour, puisque j'ai l'honneur d'avoir au micro aujourd'hui Emeric, qui va nous parler notamment de stratégie immobilier neuf, et qui de mieux que lui pour se présenter et nous dire un petit peu ce qu'il fait dans la vie. Salut Emeric. Salut Mathieu. Écoute, je suis ravi que tu me reçoives à ton micro. Donc, Émeric Evenot, je suis le cofondateur de Papillon Ouais, Patrimoine, qui est une proptech spécialisée dans l'investissement locatif et plus largement dans l'achat dans le neuf, ouais. où on accompagne voilà, nos clients dans tout le parcours d'investissement ou d'acquisition dans l'immobilier neuf, avec effectivement un choix pléthorique de programmes Ouais, immobiliers et les avantages et les différences entre l'ancien et le neuf dont on va parler certainement tous les deux. ouais, on va Voilà. pouvoir rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Est-ce que, Emeric, on parlerait pas un petit peu de toi avant? Parce que moi, je dis souvent que l'immobilier, c'est une histoire d'humain. Parce Bien qu'après tout, sûr, c'est comme boire et manger. Se loger, c'est quand même un des. C'est fondamental, en fait. On peut pas faire sans se loger. Il y en a qui font, mais, bien sûr. mais généralement, ils sont pas dans une très bonne situation de vie. Tu viens Oui. d'où, Emeric? Qui es-tu? C'est quoi la genèse de ton parcours et pourquoi l'immobilier? Alors, moi, je suis parisien d'origine, Ouais, donc je suis le troisième enfant d'une fratrie de 4 enfants. Je viens de Paris, comme je te disais. Comment je suis arrivé dans l'immobilier? Alors, j'ai un parcours un petit peu particulier parce qu'au départ, moi, j'ai été business développeur ouais, pour pas mal de portails immobiliers de renom. Je vais te citer par exemple le plus important qu'est seloger.com d'accord. dans lequel j'ai travaillé. Donc, j'ai surtout occupé des postes à responsabilité au sein de gros portails. J'ai été aussi business développeur pour BFM Business avec BFM Imo notamment. Donc, à la base, je suis plutôt D'accord. quelqu'un qui est issu du marketing, du commercial et du digital. Ok. J'ai Attends, juste par contre, beaucoup parlé d'immobilier. je me Vas-y, permets de Mathieu. rebondir. BFM Imo, ils ont un portail d'annonces en ligne? Alors, ils ont un portail d'annonces en ligne sur de l'immobilier neuf. Ah oui. Ils ont un portail qui avant s'appelait laviimo.com Hmm, et qui est devenu BFM Imo, dont j'avais la charge pendant des années, que j'ai développé ok. au sein du groupe, plus largement en ayant la mission de développer des verticales, de générer du chiffre d'affaires, de créer des espaces. Donc, je suis très créatif sur la partie digitale Ok. en créant des sites internet et en développant les rubriques. Voilà, naturellement. Et on va dire qu'à partir de 2017-2018, l'envie d'entreprendre a toujours été là et je me suis lancé en 2018 avec la création de plusieurs sociétés. Une première société qui était une société pour générer des contacts de gens qui souhaitaient investir dans l'immobilier et défiscaliser. D'accord. Donc ça, c'était la première brique. Suite à ça, une fois que la société a commencé à bien tourner, j'ai quitté mon métier de business développeur. Je me suis associé avec Jérémy Meloul, qui est le cofondateur avec moi de Papillon Patrimoine. Ouais. On a d'abord commencé par intégrer un groupement
d'agences immobilières spécialisées dans l'investissement locatif pendant à peu près 2 ans pour vraiment se former, apprendre le métier. Puis en parallèle, évidemment, continuer d'apprendre et de se former à travers des formations personnelles. Une fois qu'on s'est senti prêt, eh bien, tout l'idée, c'était effectivement de digitaliser tout le process D'accord. de vente immobilière, notamment aux investisseurs et dans le neuf plus largement, en profitant de la possibilité aujourd'hui de faire ça en visio avec une stratégie très digitalisée pour accompagner les clients de A à Z. Ok. Donc, tu vois, parcours business développeur, première entreprise génération de leads, on a appris au sein d'une structure, on a laissé notre propre marque, on a créé notre propre marque qui s'appelle Papillon Patrimoine Ouais. avec effectivement pour la symbolique, je l'explique, Ouais. du papillon. Le papillon, au départ, c'est une chenille, et puis qui va devenir un papillon magnifique qui va s'envoler. Et l'idée, effectivement, à travers ça, la symbolique, c'est de dire, laissez-nous nous occuper de votre patrimoine, laissez-nous le transformer pour le permettre de s'envoler vers quelque chose de plus important. J'aime Voilà bien. la symbolique de Papillon Patrimoine. Voilà. J'aime bien. Et puis, effectivement, une vraie vocation digitale, puisque sur le site de Papillon, tu vas retrouver énormément de simulateurs Ouais, j'ai vu. pour calculer ton investissement, le crédit, et on va de l'investissement locatif en meublé jusqu'à un investissement en monument historique avec différentes typologies Yes. d'acquisition et puis évidemment tout ce qui va être prêt à taux zéro pour les aides à l'achat, voire TVA réduite, etc. Donc on a à peu près une trentaine de simulateurs en ligne sur le site de Pavillon Patrimoine. Personne ne fait ça et c'était notre vocation de départ, Ok. prouvé par les chiffres, le bien fondé de nos stratégies Ouais. patrimoniales. Ouais, parce que je pense que dans ces métiers-là, il y a un certain budget d'entreprise qui est réservé au marketing et à la communication. Sauf que Bien sûr, l'immobilier, c'est des mathématiques, hein, on va arrêter de se faire du pipeau, c'est tu as essentiellement des raison, mathématiques. 100%. Donc, s'il n'y a pas de simulateur, s'il n'y a pas de choses qui te permettent en fait de te projeter sur les metrics, comme on dit en anglais, sur les chiffres, Exactement. à un moment Oui, donné, c'est juste du blabla, hein. c'est du blabla, exactement. Et puis, il y a tes ressources, ton épargne et ta capacité à t'endetter, parce que très rares sont ceux qui achètent cash Bien sûr. de l'immobilier. On va profiter surtout de l'effet de levier bancaire. Est-ce qu'il y a vraiment intérêt à acheter cash? Alors, pas vraiment intérêt à acheter cash, puisque effectivement, ton cash, toi, tu peux le conserver. Ce qui n'est pas inutile, c'est parfois de mettre un petit peu d'apport si tu es un petit peu juste et si tu veux avoir un cash flow réellement Ouais. positif. Bon, parfois, il ne faut pas hésiter, mais tu le sais très bien. Quand tu mets de l'apport sur un bien ou quand tu achètes cash, il faut que tu puisses derrière faire attention à ta fiscalité foncière, notamment je parle pour les investisseurs, Hmm. puisqu'effectivement derrière, tu peux te retrouver très vite en bénéfice foncier et tu le sais, Ah oui. Mathieu, il n'y a rien de plus fiscalisé que l'immobilier. C'est plus fiscalisé que le revenu, puisque tu as effectivement l'impôt sur le revenu classique, donc ta tranche marginale d'imposition, tu Ouais. sais, soit tu sois à 30, à 41 ou à 45%. Hmm. Et derrière, on va venir rajouter ce qui s'appelle la CSG-CRDS, donc 17,2%. Donc, il n'y a rien de plus fiscalisé que l'immobilier. Donc, mettre beaucoup d'apports sur sa résidence principale, c'est intéressant de mettre de l'apport, puisqu'effectivement, les intérêts d'emprunt, c'est toi qui les payes. Donc, moins tu en as, mieux c'est. Quand tu es en investissement locatif, les intérêts d'emprunt, tu le sais, ils sont déductibles des revenus C'est fonciers. ça. Donc, déjà, ça t'évite d'être trop en bénéfice foncier, tu vas avoir de l'impôt sur le revenu. Et puis surtout, il y a ton locataire qui va venir payer en partie tes mensualités de crédit. Donc, les stratégies, elles dépendent vraiment de ton profil, de ce que tu veux. Mais je privilégie toujours plutôt d'utiliser le maximum D'emprunt. de leviers Levier bancaires et bancaire. de financement. Alors, les Ok. règles parfois changent quand tu as un taux à 1 ou un taux à 4, mais bon, effectivement, derrière, on peut faire des simulations, des projections pour pouvoir Bien sûr. regarder qu'est-ce qui va être le plus opportun On va en là-dessus. parler tout à l'heure des taux d'intérêt. C'est un vrai sujet piquant en ce moment, donc on va en parler. Ah bah oui, Alors, exactement. on est encore au début de cet épisode, donc je vais ouvrir la fameuse parenthèse du bullshit. Comme tu le sais, cher auditeur, on est sur Chronique Imo. Ici, il y a zéro bullshit. J'ai invité Emeric parce que je pense que c'est important. On est à la deuxième saison du podcast. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'immobilier, on va dire, dans la rénovation, donc de l'ancien. On a parlé De l'ancien. voilà, on a beaucoup radoté sur certaines stratégies, etc. Néanmoins, je rencontre de plus en plus d'investisseurs chevronnés au Oui. fur et à mesure de mon évolution et de l'évolution des personnes avec qui je travaille, je me rends compte que d'être binaire en immobilier, c'est presque, Oui. ça peut être une qualité au début, ça te permet d'aller très vite, mais si tu es trop binaire, si tu es trop soit l'un soit l'autre,
ça te ralentit au fur et à mesure. Tu peux pas passer certains paliers. Et je me rends compte ici, tu vois, moi, j'en parle jamais, mais je vais le dire aujourd'hui. Moi, je vis dans un Pinel. Tu vois, moi, Oui, je vis dans une tour qui a été construite il y a 13 ans, qui est un d'accord. investissement locatif Pinel pour mes propriétaires. Donc, je suis locataire de ma résidence. Certainement cellier. Peut-être, 13 ans, ça doit être du cellier. peut-être c'est lié. Voilà, plutôt. Bon, Mais c'est la même chose, c'est le même en tout principe. cas, voilà, c'est un produit de défiscalisation. En tout Bien cas, sûr. c'est un produit patrimonial de défiscalisation à la base. Oui. Mhm. Euh, et tout ça pour dire que ces gens-là, je les connais pas. Je sais qu'ils en ont plusieurs dans le bâtiment. Ils en ont même plusieurs en Oui. France. Euh, et moi, dans les apéros IMO dans lesquels je peux me rendre, dans ceux que j'organise, etc., des fois se joignent à nous des gens qui ont plusieurs millions d'euros de patrimoine qui me Oui. dépassent grandement de par leur expérience et de par les chiffres de leur patrimoine. Et ils Bien ont sûr. pas du tout, pour eux, il n'y a pas du tout d'ambiguïté à dire oui, bien sûr que j'ai acheté du Pinel, bien sûr que j'ai acheté du neuf. Oui, oui. Bien sûr. C'est en fait à un moment Bien donné, sûr. c'est pas moi qui m'occupe de ces questions-là. En fait, je discute avec des gens qui me disent ok, très bien, vous avez suffisamment acheté dans l'ancien, vous êtes à tel niveau. Là, on va anticiper à N plus 1 ou N plus 2. Et en fait, à Oui. N plus 2, si vous achetez pas de neuf, voilà ce que vous payez. Ou alors, faut vous partir sur une autre stratégie. Et après, Je dans suis le d'accord. neuf, il y a d'autres choses. Et puis, il n'y a pas que le neuf, il y a aussi le bâtiment très ancien à réhabiliter qui peut s'apparenter à du neuf, dont tu vas pouvoir nous parler tout à l'heure. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je Je voulais te te dire, rejoins, Mathieu, je te rejoins là-dessus. Il ne faut dis-moi, pas les mettre en c'est opposition. ça. L'immobilier ancien et l'immobilier neuf, ce n'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. C'est des stratégies qui sont complémentaires, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as nécessité de travailler un peu sur l'impôt sur le revenu, parce que ton impôt sur le revenu, tu ne vas pas le défiscaliser dans l'ancien. Donc, tu es obligé de trouver des opportunités là-dessus. Mhm. Voilà, donc ça marche aussi très très bien. C'est d'autres stratégies, puis c'est aussi une question parfois de temps que tu as consacré à une opération, etc. Tu vois. Donc effectivement, c'est le genre Aussi, de ouais. choses qu'on aborde. Alors, pour te le dire rapidement, on fait essentiellement du neuf, puisqu'effectivement, on a à peu près centaines de promoteurs en mandat direct, mais on ne dépend pas d'autres, hein, on est vraiment Ok. en direct, ce qui nous permet d'opérer un choix hyper drastique et hyper sélectif. C'est d'ailleurs notre force d'être à la fois bienveillant et performant. Bienveillant dans le choix des opérations, puisqu'on va vraiment arbitrer des opérations qu'on ferait pour nous-mêmes si on était dans le cas de nos clients. Et la performance, c'est effectivement trouver un bon compromis entre le rendement locatif et l'emplacement. Et donc, c'est la combinaison de tout ça qui nous permet de choisir les meilleures opérations et surtout d'avoir le choix. On ne va pas te trouver la meilleure opération parce qu'il n'y a pas une opération qui est meilleure que toutes les autres, parce que souvent elle va être vendue d'abord, mais c'est plutôt dans un package de biens disponibles, Mhm. se focuser sur les 10, 15, 20% les meilleurs. Et ça, c'est notre métier. Et ça, c'est quelque chose, quand tu n'es pas dans la partie, tu ne sais pas le faire. Parce que tu vas aller voir Bouygues, il va te dire c'est moi le meilleur. Tu vas aller en Nexity, c'est moi le meilleur. Kaufman, c'est moi le meilleur. Ma meilleure opération, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Mhm. Non, nous, on a un œil plus Plus large. extérieur. On va prendre de la hauteur et on va, nous, à travers nos technos, nos tableaux comparatifs, regarder bah voilà, la valeur des prix de l'ancien, la valeur des prix du neuf. Si cette opération-là, il y a trop de décorrélation entre les deux, bah, ça ne marche pas. Si celle-ci, ça fonctionne, et ben là, on va y aller. Puis tu sais, les promoteurs, d'une opération à une autre, ils ont des budgets. Donc, il y a des fois des fonciers qu'ils achètent moins cher et donc il y a des opportunités de marché qui se font. Et nous, on est là pour se positionner là-dessus. Ok. Donc, c'est notre valeur ajoutée, c'est notre métier. Et donc, effectivement, il ne faut pas opposer le neuf et l'ancien. Il faut juste savoir que ça peut être complémentaire en fonction de ton profil d'investisseur. Et je vais te dire une chose très importante, je pense aux acquéreurs en résidence principale. Tout à l'heure, tu as parlé des taux qui sont à 4. Ouais. Dans le neuf, tu le sais, tu as le droit au prêt à taux zéro, sous condition de ressources, mais quand même, il y en a quand même beaucoup qui rentrent dedans. Ok. Aujourd'hui, acheter du neuf en résidence principale, quand tu as des frais de notaire réduits, quand tu peux bénéficier du prêt à taux zéro qui finance jusqu'à 40% du prix de ton bien, donc c'est-à-dire que tu as ton taux principal qui est à 3,50 voire 4, tu as ton note à zéro, tu arrives à un taux aller à 2,50. C'est imbattable aujourd'hui C'est par rapport aux autres. 40% est capé à 100 000 euros ou c'est comment c'est ça? Alors, ça dépend de la zone de ton revenu, de tes ressources. Donc, Ok. sur Papillon Patrimoine, je ne l'ai pas par cœur, je dois te Non, non, l'avouer, pas de souci. mais c'est jusqu'à 40% du financement de ton bien. Si tu regardes sur Papillon Patrimoine, tu as un onglet Ok. avec le prêt à taux zéro, et là, tu peux regarder en fonction de la zone Des géographique, critères, ouais. en fonction de ton profil, des critères de ressources, des critères de la composition de famille. Mais faire un investissement, un premier achat en primo-accédant dans du neuf, c'est difficilement battable quand tu peux cumuler le prêt à taux zéro et qu'en plus,
tu es éligible à la TVA réduite. Ça veut dire que tu vas acheter ton neuf à moins 15%, parce que tu sais que dans le neuf, il y a de la TVA à 20% sur le prix du bien. Donc, tu vas acheter ton bien à 15% de moins. Donc, ça veut dire que tu es quasiment au prix de l'ancien, avec en plus un prêt à taux zéro. Imbattable en accession à résidence principale, sans compter derrière les charges qui sont plus basses, etc. Donc, c'est les mêmes mécanismes. Tu as des aides d'achat sur le neuf pour l'investissement locatif, même si on en parlera tout à l'heure. Le Pinel va avoir une date de fin, c'est-à-dire dans 2 ans, très exactement. Ouais. Pour l'instant, rien n'est reconduit, mais ça va se rediscuter, je pense, à terme, puisque de toute façon, là, on arrive sur une tension locative et un besoin de logement. Que tu saches, la Cour des comptes, en mars 2023, elle a publié un rapport. La Cour des comptes, ce n'est pas une officine libérale. Elle a dit qu'il va falloir construire pendant 10 ans 370 000 logements neufs chaque année. Les promoteurs parlaient de 420 000 logements neufs chaque année pour soutenir le besoin. Ouais. Tu es très, très loin du compte parce que le Pinel, c'est entre 40 et 50 000 ventes chaque année de neuf. Donc, si demain, tu n'as plus ça, qu'est-ce que tu fais? Il faut bien que les particuliers investissent pour pouvoir permettre à des gens de se loger. Parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas acheter, ou pas tout de suite. Ou toi, par exemple, tu as choisi d'être locataire sur ton endroit. Ouais. Certainement que tu fais des investissements locatifs à côté, mais tu ne voulais pas acheter là parce que tu peux être mobile, etc. Donc, aujourd'hui, Pinel s'arrête dans 2 ans. Ça veut dire qu'il y a encore des opportunités de marché, surtout en ce moment parce que les promoteurs ils font des prix de dingue, avec des remises, des frais de notaire offerts. Donc là, quasiment sur beaucoup d'opérations, on est à des prix de l'ancien sur du neuf, avec la défisque en plus. La capacité pour l'investisseur derrière, au bout de 6 ans de Pinel ou de 9 ans, de basculer sur un régime meublé bien connu, le LMNP. Ouais. Et c'est-à-dire que tu peux cumuler à la fois ton avantage fiscal, 6 ou 9 ans, tu choisis, et puis derrière, tu passes en LMNP. Donc, en termes d'intelligence et de stratégie patrimoniale, c'est super intéressant. Voilà. Donc, j'avais une question par rapport à ça, Aymeric. Ouais, vas-y. Quand tu arrives au bout de ton... Admettons, tu optes pour les 9 ans, ou les... Admettons, tu optes pour les 9 ans sur ce régime-là. Au bout de 9 ans, tu décides de switcher en LMNP. Donc, tu remplis le formulaire, en fait, le CERFA, tout simplement. Oui, est-ce que tu conserves quand même la bourse d'économie que tu as fait sur ton imposition? Tu la dois ou elle est validée quand même? Elle est validée. Tu as rempli ta mission de 9 ans d'engagement de location ou de 6 ans d'engagement de location. À partir de 9 ans, ton loyer n'est plus capé. Ton loyer tu peux mettre des meubles. Tu peux mettre des meubles et tu peux passer, il suffit de changer le bail en meublé, en LMNP à l'amortissement. Il n'y a aucun sujet là-dessus, tu n'es pas redevable. Et précision aussi, Mathieu, quand on parle de loyer capé, le Pinel, il est encadré sur le plan des loyers. Tu verras souvent quand même qu'il y a des loyers. Si je sors de Paris, du centre de Lyon, tu verras souvent que les loyers Pinel et les loyers marché sont à peu près équivalents en réalité. Il n'y a pas de gros écarts là-dessus. Mais ton loyer Pinel, il évolue dans le temps, tout comme évoluent les loyers marché. C'est-à-dire qu'il suit l'indice des revenus locatifs. Là, les plafonds Pinel, ils ont pris 3,60% d'augmentation au mois de mai. Bien sûr. Tu vois, donc tu n'es pas capé avec ton plafond de loyer Pinel de départ pendant 6 ans ou 9 ans. Ton loyer va augmenter chaque année aussi également. Ce n'est pas parce qu'il est en Pinel que ça n'augmente pas. Et derrière, oui, tu peux basculer de régime. Et l'avantage en plus, quand tu bascules de régime, c'est que la part d'amortissement, je ne sais pas si tes auditeurs sont au fait de la stratégie du LMNP à l'amortissement, mais on peut peut-être faire un petit focus. L'amortissement à l'LMNP, on rappelle juste une chose, c'est la capacité d'amortir, on va dire entre 70 et 80% du montant du prix du bien chaque année en face des revenus que l'on perçoit. Donc, on va créer une charge fictive qui évite d'avoir du bénéfice foncier. Et bien, tu peux très bien, au bout de tes 6 ans ou 9 ans de Pinel, repartir sur le prix de base de ton Pinel et venir prendre 80% du prix de base et de l'amortir en plus. Donc, tu as fait 6-9 ans d'économie d'impôt et derrière, en plus, tu reprends 25 ans, si tu veux. Sur le prix de base, ça c'est important ce que tu as dit, du coup, sur le prix d'achat. Ouais. Sur le prix d'achat, ou si tu as une valeur marché. Pas le prix de la valeur à 9 ans, par exemple. Pas le prix de la valeur à 9 ans, la valeur de prix de l'acquisition de ton bien. Mais si la valeur, et ça existe dans certains secteurs, des biens dans le neuf qui ont pris de la valeur, ça c'est une vue de l'esprit de croire que tous les biens neufs perdent de... C'est aussi un choix stratégique. Tu n'achètes pas du neuf à Valenciennes, mais si tu veux, si tu as fait du neuf à Bordeaux, toi, à mon avis, la personne qui a acheté à Bordeaux il y a 13 ans son appartement, je suis sûr que son appartement, il a pris de la valeur. S'il décide de le mettre en meublé aujourd'hui, ça a pris de la valeur. Il y a plein de secteurs qui ont pris de la valeur. Je pense à Lille, je pense à d'autres choses. Évidemment, si tu as fait un Pinel à Paris, ça n'a pas forcément pris de la valeur parce que tu es trop décorrélé des prix de marché. Mais
tu peux amortir. Soit si la valeur est meilleure aujourd'hui, tu fais une estimation et tu dis qu'aujourd'hui, ton bien il vaut 230 000 et tu l'amortis. Soit tu reprends le prix de base de départ qui était à 220 000 et tu amortis là-dessus. Donc, c'est tout à fait faisable. Et ça, effectivement, c'est terminé le temps où on disait, tu fais un investissement locatif pendant 9 ans défiscalisant et puis tu revends. Pourquoi c'est terminé? En fait, ce qui a changé la donne par rapport au Robien ou ce genre de choses qui étaient des purs produits défisc, c'est qu'on a, au fur et à mesure du temps, resserré les zones d'éligibilité à la défiscalisation. Avant, tu faisais un Robien où tu avais ta défisc, mais tu avais le droit de le faire sur n'importe quel logement neuf à 50 km de Toulouse. Donc oui, au bout de 9 ans, ou 10 ans ou 12 ans, effectivement, ton bien à Toulouse, ton bien à 50 km de Toulouse, bof. Ouais. Ton bien difficile de s'en séparer, tu veux dire? Difficile de s'en séparer, tu n'as peut-être pas forcément envie de le garder. Un bien neuf à Bordeaux, un bien neuf à Lille, un bien neuf, Oui. je ne sais pas moi, à Tours ou à Lyon, tu vas le conserver. Pourquoi tu veux le revendre? Ton bien, il a 9 ans, donc ça veut dire qu'il est en bon état. Il est en bon état. La copropriété ne va pas voter des gros travaux. TDPE, t'es AOB, tu n'es pas concerné par la loi climat et résilience, tu n'as rien à faire, donc autant le poursuivre. C'est fini l'idée de se dire au bout de 9 ans, je revends, conserve ton bien, poursuis la location de ton bien, passe un régime meublé, augmente-le et tu le revendras peut-être dans 15 ans, 16 ans, 17 ans, avant que les travaux démarrent. Voilà. Bon, après aujourd'hui, tu le sais, il y a énormément de choses qui ont changé avec la loi climat et résilience et ce qui pèse finalement sur l'immobilier ancien aujourd'hui avec la remise aux normes des logements eux-mêmes, donc effectivement d'avoir des DPE qui soient d'équerre, sinon tu ne peux pas louer ton appartement pour les pires, et tu as des non-augmentations de loyer pour certains, ce qui fait qu'effectivement sur 5-6 ans, si tu n'as pas fait des efforts, tu vas ne pas pouvoir augmenter ton loyer ou voire pire, ne pas pouvoir louer. Donc tu es obligé de faire des travaux sur ton logement ancien qui peuvent être plus ou moins importants. Ouais. Et demain arrive des nouvelles contraintes sur les copropriétés en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on s'attaque aux logements anciens avec effectivement la remise aux normes des logements anciens, et puis on va s'attaquer aussi aux copropriétés que tu sais, toutes cartographiées. Dans toutes les grandes villes, on sait les émissions de chaleur d'un immeuble à un autre. Et donc là, à partir de 2023, tu as un nouveau fonds qui doit être voté dans les copropriétés qui va servir aux travaux de rénovation thermique du bâtiment. Et donc là, je te le dis, quand tu as une copro qui doit voter un changement de toiture avec des isolations, etc., ce n'est pas aussi simple que de choisir toi-même de remettre ton logement d'équerre. Tu vois. Donc, il y a plein de contraintes qui vont peser là-dessus. Je ne sais pas si c'est très clair pour l'auditeur. Tu peux, en préparant cet épisode, on en a discuté ensemble. Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur les détails de ce nouveau fonds pour les copros qui a été voté et qui, du coup, va rentrer en vigueur bientôt? Ouais, va entrer en vigueur. Pour toutes les copropriétés supérieures à 50 logements, donc ils ne vont pas tout de suite attaquer aux petites copros. Il y a quand même pas mal des copros supérieurs à 50. Il va devoir être alloué un fonds chaque année qui va permettre effectivement de faire des travaux de rénovation énergétique de la copropriété en elle-même. D'accord? Donc effectivement, c'est-à-dire voter, budgéter. Les contraintes arriveront un petit peu plus tard. La mise en place de ce fonds-là, elle est là pour dire, à un moment ou à un autre, on va venir vous attaquer, entre guillemets. Quand je dis attaquer, le mot est peut-être un peu fort, mais on va venir vous chercher sur la performance énergétique du bâtiment, c'est-à-dire que les parties communes, les toitures, leur consommation énergétique vont devoir être optimisées. Et donc, effectivement, c'est ça qui pend au nez. On a d'abord la première salve, c'est le logement lui-même. Charge à toi de faire des travaux pour pouvoir le relouer. La deuxième, ça va être sur les copros. Donc, ça va être plutôt sur une durée de 5 à 10, 15 ans. Mais il faut quand même anticiper ce genre de choses. Aujourd'hui, quand tu achètes du neuf, au-delà de la défiscalisation, c'est aussi ça que tu t'évites pour demain. Parce que tu le sais, les bâtiments bien isolés, de l'ancien, les bâtiments bien isolés, une consommation énergétique du bâtiment qui est faible, voire même la production de la propre énergie du bâtiment, c'est-à-dire qu'avec un recyclage de l'énergie, etc. C'est ce qui se passe en ce moment. On est en pleine transition de réglementation thermique. On est passé de l'ART 2012 à la réglementation environnementale 2020, avec tout ce que ça comporte. Je parle vraiment uniquement pour le neuf, c'est-à-dire des bâtiments aujourd'hui encore plus performants sur le plan énergétique, qui émettent moins de CO2 et qui, par exemple, intègrent aujourd'hui pour la RE 2020. Il y a très peu d'offres en RE 2020, il y en a quelques-unes, on en a. Mais en RE 2020, par exemple, il y a un nouveau critère qui s'appelle l'heure d'été. On le sait, je crois que c'est pas un secret pour personne, que le climat se réchauffe et qu'on va aller vers des températures de plus en plus élevées. L'heure d'été, c'est une norme qui détermine que par forte chaleur, dans ton appartement, il ne peut pas faire plus de 26 degrés. Et bien voilà, ça aujourd'hui, acheter du neuf en RE 2020, c'est aussi
avoir ce type de logement. Et raisonner sur un investissement locatif, voire même sa résidence principale quand tu l'achètes, quand tu revends un DPE A ou B en RE 2020 dans 12, 13 ou 14, 15 ans, c'est pas la même chose qu'une copropriété ancienne qui n'a pas encore fait tous les travaux Ouais. et qui a fait des trucs de briques et de broc. Donc Juste pour effectivement, revenir c'est à... aussi ça derrière que tu viens choisir, c'est un pari sur l'avenir. Ce que je te dirais là, c'est que effectivement, acheter du neuf il y a 10 ans, même il y a 5 ans en arrière, bon, c'était un choix de ne pas avoir de travaux, etc. Aujourd'hui, acheter du neuf, c'est autre chose parce qu'effectivement, on a mis un ensemble de contraintes qui sont des directives européennes à la base. Ça, c'est des directives européennes sur la consommation d'énergie et c'est normal. C'est l'Europe en elle-même qui va être moins dépendante du gaz russe, qui veut être Ouais, bien sûr. mieux armée sur la. Tu le sais, l'énergie, c'est le nerf de la guerre, la consommation énergétique et la ressource énergétique. Donc nous, en France, on suit les directives européennes. On est même en amont, on va même plus loin, on est même meilleur que les autres. Alors peut-être qu'il y a des pays type Nordique, Norvège, etc., ceux qui sont des pays européens, bon, zone euro ou pas, c'est pas ce que je dis, qui sont très en avance, mais nous, dans les pays au sein de la zone euro, on est super en avance là-dessus et on va beaucoup plus loin en termes de performance des bâtiments. Donc, il y a aussi ce pari-là, quand on achète du neuf, de parier sur l'avenir, que ça Mais soit est-ce que par résidence politiquement, principale et en investissement. il y a pas aussi une volonté de justement de jamais être en bas de classement par rapport à l'immobilier? Est-ce qu'il y a une peur sociale? C'est quoi pourquoi on ferait, pourquoi sur ce sujet-là de l'immobilier, enfin de l'immobilier, c'est pas vraiment l'immobilier, c'est plutôt la création de logements Oui, avec une bonne note sur les déperditions énergétiques. oui. Pourquoi on serait mieux loti que d'autres pays? Pourquoi on serait meilleur en fait? Pourquoi on est plus vertueux Ouais, là-dessus? C'est un choix politique, simplement. ouais. C'est, je pense, une conscience écologique assez forte en France, et c'est un pari industriel d'être meilleur que les autres, en fait. Tu vois, donc c'est plus ça. On suit les directives, mais on y met un petit peu plus de contraintes pour préparer. C'est une compétition, assez simplement. Et puis la France, sur le plan de la consommation énergétique, elle a ses centrales nucléaires qui émettent peu de CO2, mais qui nécessitent quand même des travaux importants également, de renouvellement. Enfin, tu sais, on a tardé, ça c'est des choix politiques aussi, on a un peu tardé à rénover nos centrales, etc. Vous savez, les grands plans sont faits, mais il faut qu'on ait des bâtiments qui consomment très très peu de main pour pouvoir avoir un réel avantage concurrentiel derrière. Donc effectivement, tous ces enjeux-là, de climat, de performance énergétique du bâtiment, c'est un choix politique. C'est d'abord les directives européennes, mais des fois, sur certaines choses, on est un peu plus en amont Hmm. et c'est un choix qu'on fait. Par contre, sur le plan du besoin en logement, là, c'est simplement quelque chose qui est démographique. On est de plus en plus nombreux. On a un taux de natalité, même s'il est un peu baissé, qui est parmi les plus forts d'Europe. C'est vrai? Ok, Donc, ouais. on est. Ah oui, oui, on est C'est largement marrant, devant je les vais Allemands. parler à 10 On fait un personnes et ils vont me demi-enfant de dire plus 10 par choses Allemand. différentes par rapport à ça. J'ai l'impression Ah que non, c'est non. tout le temps, suivant le média qu'on va écouter, il va nous dire une autre Oh, bah, stat. t'as les chiffres. Si tu regardes les chiffres et les données, tu verras qu'on est en tête des pays européens pour différentes raisons, mais on fait plus d'enfants que les autres, bien plus d'enfants que les Allemands, par exemple, tu vois, Ouais. qui font moins d'enfants. On a moins la culture. Enfin, les Allemands ont moins la culture de l'enfant, c'est presque l'enfant unique. Nous, c'est plutôt en moyenne 2 enfants par foyer. De Ouais. toute façon, tu regardes autour de toi, rares sont des Trois frères, amis. vous êtes, non? Trois frères et une. Nous, on est, alors, moi, j'ai un grand frère, une grande sœur et une petite sœur. Voilà. Ben, bon, Ok. là, c'est une autre génération, on était Ouais, largement au-dessus trois frères, on est. ouais, ouais, vous êtes 3 frères. Voilà, tu vois. Donc, on est en France. La France fait beaucoup d'enfants. Ouais. Bon, mais au-delà de ça, donc la démographie est positive. Peut-être que ça bougera. On vit de plus en plus longtemps. Donc, comme on vit de plus en plus longtemps, il va falloir, ces gens-là, ils ne vont pas bouger de leur logement. Hmm. Ils vont y rester. Et puis, chaque année, simplement, tu as des enfants qui sortent du parcours scolaire. Il faut bien qu'ils se logent, ces enfants-là. On a une immigration qui est positive. Et puis, on a aussi des changements de mode de vie. C'est-à-dire qu'avant, un couple, je vais vraiment tarder, mais les couples restaient ensemble, ne divorçaient pas. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a des taux de divorce qui sont très importants. Ouais. Donc, effectivement, quand un couple se sépare, il faut 2 logements. Quand des jeunes quittent le foyer familial, il faut des logements. Quand les personnes âgées restent de plus en plus longtemps en logement, c'est moins de logements disponibles. Donc, quand la Cour des comptes dit qu'il faut 370 000 logements neufs chaque année pendant 10 ans pour rattraper le retard,
c'est pas neutre. Donc, effectivement, il va falloir construire. Ok. Mais est-ce que Et tu es en pour train de construire dire que aujourd'hui, logiquement, est-ce que tu es en train de dire que par pure logique, l'État, même oui, s'il a annoncé la fin du Pinel dans 2 ans, oui, bon, jusqu'à présent c'était Pinel, avant on a parlé du Cellier, du Robien, il y a eu tout un tas de trucs. on revient, exact, Périssol, etc. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont déjà en train de bûcher sur autre chose? Est-ce que ça s'appellera plus Pinel, ça s'appellera Alors, autrement, mais il y aura autre chose? alors, c'est pas tant qu'ils sont en train de bûcher sur autre chose, c'est que on a un président aujourd'hui, sans faire de politique, c'est un homme très intelligent, Mhm. qui n'aime pas l'immobilier. Quand je dis qu'il n'aime pas l'immobilier, pour lui, l'immobilier, c'est la rente. Pour lui, l'immobilier, ce n'est pas de l'argent qui est injecté dans l'économie réelle, ce qui est une fausse idée, puisque effectivement, quand on construit du logement, quand on en produit du logement, quand on va acheter des meubles, Un plus etc., réel que on va ça, quand c'est même dur. créer. Voilà. C'est dur, hein, parce que on délocalise pas. Le jour où on viendra livrer des immeubles par avion construit en Chine, je pourrais comprendre. Mais aujourd'hui, c'est de l'emploi 100% français. Hmm. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à entendre, effectivement, que l'immobilier, c'est bien. Tu sais, il y a un rapport qui est sorti. L'immobilier coûte à l'État environ 38 à 39 milliards d'euros entre les aides, les subventions, que ce soit Pinel, etc. Et de l'autre côté, Combien les il recettes. rapporte? Dis-moi plutôt combien il rapporte. À peu près 90 milliards Voilà, entre les droits d'enregistrement, la fiscalité foncière. Donc moi, tous les jours, si tu me dis que je mets 4 et que je récupère 9, je je le fais mets. tous les jours. Sauf que le président Macron, eh bien lui, il est souvent assez fermé. Il a un peu du mal à écouter les autres. C'est pas faute d'avoir les promoteurs qui montent au créneau pour leur dire mais attendez, il va falloir construire. Enfin bon, la Cour des comptes elle-même vous dit qu'il va manquer 3 millions. Donc si vous ne faites pas d'incitation, etc., ça ne marchera pas. Lui, tu vois, il est arrivé, il a supprimé l'ISF, il a mis l'impôt sur la fortune immobilière. C'est quelqu'un qui lui-même, quand tu regardes l'état de son patrimoine, n'a pas d'immobilier. C'est quand même ça parle, hein. Mais qu'à un moment, je pense que de toute façon, même lui, s'il n'aime pas l'immobilier, qu'il a une préférence pour les investissements financiers, la bourse, etc., va se retrouver avec un choc et un mur. Aujourd'hui, tu as des promoteurs qui montent au créneau et tu as même des acteurs sociaux qui montent au créneau. Donc, si l'État décidait de faire que des HLM, etc., bon, bah, effectivement, ça va coûter encore plus cher que ce que l'investisseur particulier propose. Et puis, effectivement, lui se dit, bah, il n'y a pas d'incitation fiscale dans les pays étrangers pour faire de l'acquisition immobilière, etc. Oui, mais sauf qu'en France, la fiscalité, elle est beaucoup plus lourde Ah ouais. qu'ailleurs. Donc, s'il existe des mécanismes, c'est bien parce qu'effectivement, on a une fiscalité qui est très, très lourde et que de toute façon, on va devoir combler. Alors là, ils ont annoncé la fin du Pinel. On n'a pas parlé du Pinel Plus, qui est le RE 2020, qui lui va peut-être se poursuivre, mais à un moment ou à un autre, il n'y a pas assez de logements et tu commences déjà à voir qu'il y a des crises de tensions locatives, etc. Donc le Pinel s'en va, nous, ça nous fait absolument pas peur, Ouais. puisqu'aujourd'hui, dans le neuf, on fait aussi beaucoup d'LMNP. Il n'y a rien de meilleur qu'une colocation dans le neuf, par exemple. Si tu prends un T4 dans du neuf que tu mets en colocation, je veux dire, ça tourne Ça fait partie de de vos façon. produits d'investissement phares? Ah Oui, ouais. oui, ouais, on fait. Ah oui, 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 des produits d'investissement. Il y a plein de mécanismes qui existent avec la récupération de la TVA, notamment dans du neuf, si tu fais de la location meublée, etc. Il existe plein de choses. Le neuf te permet de faire aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut connaître, Attends, tu quoi? vois. Tu dis quoi? On Mais peut c'est notre récupérer de métier. la TVA sur... Bah oui, parce que le neuf, oui, si tu fais de la location meublée, par exemple, avec, comment dirais-je, des services de type hôtellerie, tu peux récupérer la la TVA TVA générée? sur ton Ok. bien. La TVA générée, la TVA, tu vas en générer, tu vas faire des loyers avec TVA, mais toi, tu achètes ton bien qui vaut, admettons, 400 000 euros. Donc, ça veut dire que tu as 20% de TVA sur tes 400 000. En Ouais. gros, je veux dire 60 000 ou 70 80 000 euros de 80. tête. Bon, je le fais de tête. Ouais. Ouais. 80. Tu récupères tes 80 000 euros. Déjà, tu réencaisses tes 80 000 euros. Donc, tu as payé ton logement neuf 320 000. Et puis, tu le mets en location en apportant des services sur ton bien. Et donc, ça marche. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui proposent du service, ménage, blanchisserie. Ils vont venir récupérer ton linge, etc., Et toute etc. la Donc, ça, c'est TVA une stratégie. générée, tu vas, à la fin de l'année, tu la mets dans Là, dans ton bilan et tu récupères. et tu récupères ta TVA. Tu vas récupérer tes 20% sur Génial l'année. ça. Alors attention, ce type de dispositif, c'est quelque chose qui doit se faire avec un avocat, c'est super bien bordé, et puis ça exige une conservation long terme parce que tu vas récupérer sur ta Ah, TVA, il d'accord. va falloir que tu la récupères sur le long terme. Donc ça, c'est des stratégies patrimoniales qui existent, qui plutôt s'adressent quand même à des gens qui ont des besoins, des budgets importants, mais de la colocation dans le neuf. Quand tu sais, le neuf se construit souvent autour des facs, autour des grandes écoles, etc. Bah, tu as un T4 dans le neuf, tes 3 chambres, tu vas les louer Easy. extrêmement facilement. Easy. Easy. Voilà. Oui, la capacité, comment dire, la tension locative
Un logement neuf, quand tu le fais visiter, quelque chose qui vient de sortir de terre, il est loué au premier venu. Voilà. Le premier qui arrive, il visite, il ne dit pas Je ah le vois ouais, dans le là, sud, là. non. Je le vois dans le sud. C'est Mais attends, incroyable. Les logements tu, neufs, je les vois, les annonces sur le Bon Coin, dès qu'il y a un programme qui sort. Enfin, même avant qu'il soit boum. sorti d'ailleurs, hein. Dès que Ouais, avant qu'il sorte, sur ouais, plan, tout est loué. Tout est loué sur plan. tout est loué. C'est loué tout de suite, mais c'est normal. Tes charges sont faibles. Donc déjà, ta consommation énergétique, et T'as on le une sait place de avec coût parking d'électricité souvent. augmente. Tu as une place de parking souvent, tu as un extérieur, tu as une belle résidence, tu n'entends pas ton voisin. Bon, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? C'est quand même autre chose qu'un appartement ancien où tu vas avoir des factures d'énergie qui vont être plus importantes et puis tes charges de copro sont plus faibles. Ça, c'est une réalité. Donc ton locataire, il a tout à gagner. Et même toi, en tant que, on dirait, si tu achètes pour toi, c'est la même chose en fait. Tes factures d'électricité, tes charges de copro, quand tu es dans l'ancien sur des charges de copro à 200 euros et que tu passes à 100 euros par mois, je te le mis sur 10 ans, moi. Sur 10 ans, 100 euros par mois, c'est 12 000 euros Ouais. ou 15 000 euros en plus de ton coût de ton bien, tu vois. Donc, c'est des choses auxquelles on pense pas toujours. On a, tu sais, quand tu veux confronter le bien l'ancien, tu regardes les prix de l'ancien, tu dis, bon, l'ancien est à 3 000, le neuf est à 3 600, admettons, tu vois. Hmm. Bon, tu as 20% d'écart. Bon, en fait, le prix de l'ancien à 3 000, c'est les prix avant travaux, avant frais de notaire et hors frais d'agence. Donc, déjà, ton prix de l'ancien, tu vas lui mettre 8% de frais de notaire en plus. Tu vas peut-être lui mettre une enveloppe travaux qui va rajouter de 5 à 6%, un truc bien. Et puis, tu as peut-être 10 000 euros de com d'agence. Bon, en fait, le vrai prix de l'ancien, c'est jamais celui qui est affiché sur meilleurs agents. C'est le prix net vendeur sans travaux. Donc, tu Bien vois, quand sûr. on fait une comparaison réelle, c'est ça. Et puis, si tu te projettes sur le long terme, 15 ans, bah, tu auras des travaux de copro à un moment sur de l'ancien. Sauf acheter vraiment quelque chose de très récent. Mais tu achètes un immeuble des années 80, sois sûr qu'à un moment ou à un autre, dans tes 15 ans, vont être votés des travaux de parties communes, de choses comme ça. Bon, bah, tu vois, ce n'est pas un prix que tu as eu direct, mais c'est un prix que tu as eu après. Dans du neuf, bah voilà, tu as 2% de frais de notaire, il n'y a rien d'autre. C'est du prêt à louer, c'est peint, la salle de bain est nickel, la cuisine est nickel, tu n'as pas de travaux en plus, c'est du prêt à louer ou du prêt à vivre. Et c'est aussi ça qu'on vend. Donc même si le Pinel disparaît, du LMNP dans le neuf, ça se fait aussi très bien. Mais encore une fois, tu lui as dit tout à l'heure en intro que l'immobilier, c'est des chiffres. C'est de l'emplacement pour le choix, mais c'est surtout des chiffres. Eh bien, tes chiffres. Il ne faut pas prendre juste une valeur de départ. Il faut se dire, OK, c'est quoi les chiffres sur 15 ans? La valeur de départ, là, c'était 200, l'autre, c'est 240. Au bout de 15 ans, ça a fait tout ça. Tiens, si j'ai rajouté ça, ça, ça dans mon ancien, dans mon neuf, j'ai ça. Bon, ben, qu'est-ce que ça m'a coûté réellement à la fin? Ben, souvent, tu verras que l'ancien peut parfois coûter plus cher que le neuf. Après, quand tu as des opérations où le neuf est trop décorrélé, où tu es à 40% au-dessus du prix de l'ancien, ben, c'est des choses qu'on évite et sur lesquelles on n'y va pas, tu vois. Justement, tu C'est le vois, choix. là tu me fais une transition parfaite, c'est ce que j'allais te poser comme prochaine question. Chez Papillon Patrimoine, tu nous as expliqué, bon, vous avez plusieurs produits, hein, vous faites pas que, vous n'êtes pas spécialisé dans un produit en particulier. Vous, on a bien Non, compris que vous avez une connaissance de marché sur le neuf qui était large et qui pouvait toute la France. voilà, Toute la France, même les dom-toms. voilà, et que ça pouvait être vendu sous différents typologies de produits. Oui. Mais par contre, moi, ce que je Mhm. voulais dire, c'est d'un point de vue géographique, l'emplacement. Donc, on a compris que c'était toute la France, dom-tom y compris. Oui. Mais comment vous choisissez les lots? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas promoteur. Donc aujourd'hui, j'ai le promoteur. Enfin, vous construisez pas l'entreprise qui construit le promoteur. Vous avez des partenariats avec eux. Admettons, je suis Kaufman Oui. Broad. Je vous dis, ben moi, Oui. j'ai cette tour. Comment vous faites pour choisir? C'est quoi? Je pense que l'auditeur, il est curieux de Les savoir. critères de choix. Ouais, c'est quoi les critères? Pourquoi on irait passer par vous plutôt que directement chez Kaufman ou chez votre concurrent? Alors, déjà, la différence, ce que je te disais tout à l'heure, nous, on va décider entre Kaufman, Bouygues, Cogedim, tu vois souvent qu'il y a plusieurs opérations sur le même secteur. Ouais. Quelle est celle qui nous semble être la meilleure déjà? Et dans le choix de ces opérations, sur le stock restant, quel est le meilleur des lots? Ouais. Déjà, on va regarder ce qu'il y a de mieux là-dessus. Ce qui va déterminer le critère d'emplacement, il y en a plusieurs. Si c'est la résidence principale, bah évidemment, là, c'est toi qui vas venir arbitrer parce que tu veux ta zone dans laquelle tu vas habiter. Ouais. Mais si c'est un investisseur, il va souvent nous demander, moi, dans l'idéal, j'aimerais que ce soit dans ce secteur-là. Donc, nous, dans ces secteurs-là, on va regarder ce qu'il y a de meilleur. On a nos algorithmes, on a nos solutions, on intègre les logements, on fait des comparaisons au prix au mètre carré d'ancien prix du neuf, on regarde l'exposition, on regarde le stock, on regarde les remises. On a un tableau Excel, chaque fois qu'on présente des opérations, on a un tableau Excel avec 5, 6, 7 opérations. Ok. On te met la valeur entre l'ancien et le neuf, l'effort d'épargne,
le gain d'économie d'impôt, s'il y a gain d'économie d'impôt, etc. Donc, ce qui va arbitrer le choix et ce qui fait qu'on a une valeur ajoutée par rapport à Kaufmann, c'est que nous, on est libre. On peut vendre du Bouygues si on estime que Bouygues est meilleur que Kaufmann là-dessus. Kaufmann, il va dire, moi, c'est mon programme, hein, c'est le meilleur, hein, c'est le mien, ou j'ai que ça. Lui, il a que ça à vendre. Et c'est souvent pour ça qu'un promoteur, il a besoin de prescripteurs. Et puis derrière, ce qui va vraiment faire la différence au-delà du choix, c'est que nous, on va t'accompagner de A à Z. C'est-à-dire qu'on va t'accompagner aussi également sur le choix du dispositif. Tu l'as dit tout à l'heure, Pinel, mais on fait aussi du Malraux, on fait aussi du monument historique, on pourra peut-être y revenir. Ouais. Ce qui va faire la différence, c'est que nous, on va t'accompagner aussi également sur le financement. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller structurer un dossier de financement qui soit le meilleur, parce que le financement dans du neuf ou dans de la réhabilité n'est pas du tout le même que dans l'ancien. Il ne s'agit pas que tu démarres avec ton crédit tout de suite quand tu seras livré dans 1 an et demi ou 2 ans. Donc, dans la stratégie de financement, on va utiliser notre réseau préférentiel de courtiers spécialisés là-dessus. On en a plusieurs. On monte le dossier en banque pour toi. On va s'occuper de toute la relation avec le promoteur. On va s'occuper également derrière de tout ce qui va être la mise en location, les assurances, les garanties locatives, te trouver le meilleur gestionnaire. On a 3-4 partenaires. On va essayer d'optimiser tout ça en termes de gestion. Et puis, on va t'accompagner chaque année dans tes déclarations d'impôts éventuelles. Donc ça, on te fait vraiment un accompagnement à 360. L'idée, c'est que toi, tu n'as rien à faire. Tu arrives, tu dis, écoutez, moi, j'ai envie d'investir, je paye X euros d'impôts, j'aimerais que ce soit dans ce secteur-là. S'il y a quelque chose de valable dans ces secteurs-là, on te le fait, mais si on trouve qu'il n'y a rien de valable là-dedans, parce que des fois, ça arrive qu'il n'y a rien de valable, on va te dire, non, en fait, c'est pas là que ça se passe, ça va être un petit peu plus loin. Voilà. Et puis, quelle est l'importance d'avoir un bien à côté de chez soi? On ne va pas le tenir en laisse. Le bien, il ne va pas s'envoler. En plus, si c'est du neuf, a priori, il ne va pas se botter grand-chose, etc. Ouais. Moi, je préfère faire un bon investissement à 500 km de chez moi qui va prendre de la valeur dans le temps parce qu'on a de la réserve de plus-value, on a du développement économique sur le secteur, que de prendre un truc à côté de chez moi qui va me coûter plus cher en effort juste parce que ça me rassure qu'il soit à 2 pas. Ouais. Donc, on ça, avait eu, c'est des décisions. On avait eu Corinne là dans l'épisode, Corinne de chez Investir comme elle, qui avait fait des opérations assez incroyables. Il me semble que c'était du Pinel ou peut-être du Malraux. Je sais pas, peut-être je dirais une bêtise, mais qui a acheté du neuf à une époque où elle n'était pas du tout dans l'investissement immobilier, mais elle avait des gros revenus. Son CGP lui a dit, il faut que tu fasses un produit de défiscalisation. Et du coup, elle les a enchaînés, elle en a fait 3-4 et elle est à la frontière franco-suisse. Suisse. Exactement. Et c'est quelque chose que je commence à entendre de plus en plus dans le sens où, ce que tu disais tout à l'heure, on n'achète pas à Valenciennes. Et en fait, elle a acheté dans un secteur qui est c'est un endroit vraiment, c'est un poumon économique. Il y a énormément d'entreprises qui sont basées là-bas. C'est des entreprises qui sont rentables. Du coup, qui travaillent pour elle? Des gens qui gagnent bien leur vie. Du coup, des qui bons travaillent des loyers. fois en Suisse avec des gros salaires. Exactement. Et t'es au mètre carré, t'es à 7-8 000 euros dans l'ancien là-bas. Et elle m'a dit qu'elle a Certainement fait que dans le des neuf, quand elle les opérations a incroyables. fait, elle les a achetés à 4-5 000 et elle a pris 3 000 euros dessus à chaque fois sur ces logements-là. C'est certain. Plus l'économie d'impôt. Et il y a d'autres secteurs comme ça. Il y a d'autres secteurs en transformation qu'il faut aller chercher. Mais le promoteur, il faut être intelligent. quand il décide de bosser avec toi, parce que toi, j'imagine que tu es bon en relation, que tu as ton réseau, etc. Quand il décide de bosser avec toi en qualité de prescripteur, il t'impose pas une série de lots. C'est toi qui choisis les lots que tu veux. Il peut pas te dire, ok, mais moi je veux bien que tu prennes les 2 toits terrasses, mais par contre, je te mets aussi les 2 rez-de-chaussée plein nord. Non, j'ai le choix. J'ai le choix parce que déjà, on a quand même une bonne visibilité. On fait quand même beaucoup de réservations chaque année pour le promoteur. Et moi, j'ai le stock ouvert pour tout le monde. Okay. Donc, je peux aller chez Cogedim, Nexity, je peux aller partout et j'ai le stock 100% ouvert. Souvent, ce que je vais faire aussi, on a, des personnes en interne qui recherchent les meilleurs lots. Donc, souvent, on connaît bien les opérations qui sont top. Et puis surtout, nous, on va sonder les promoteurs. Je vais l'appeler en direct. Je vais dire, hey, dis-moi, qu'est-ce que tu as de bien là? Là, il va me dire, là, sur Angers, on est un peu moyen parce que le foncier, on l'a payé un peu cher et que la mairie nous a imposé de faire telle et telle chose. Mais par contre, là, sur l'autre, là, on avait déjà fait une première opération sur Tours et on a obtenu le deuxième foncier derrière. Le maire nous a fait un prix. Donc là, on affiche des prix canons. Nous, on le sait. Voilà. Pour toi, tu ne le sais pas. Toi, tu te balades dans la jungle des promoteurs, tu es sur le site de Se Loger ou machin. Tu ne sais même pas si le stock est à jour. Tu n'en sais rien du tout. Nous, on est dans le stock à jour en temps réel. Donc, on voit ce qui est optionné, on voit ce qui sort, on voit ce qui revient à la vente aussi également. Donc, tu vois, là, en ce moment, je pense à des opérations. On a des opérations à Thonon-les-Bains. Tu parlais tout à l'heure de la Suisse. Ouais. Moi, j'ai une opération à Thonon-les-Bains. On est quasiment au prix de l'ancien. Quasiment au prix de l'ancien pour du neuf. Dans des petites copros, des petites résidences, encore des petites pépites. Ça, on y va.
On envoie, on a fait 3 réservations là-dessus parce qu'effectivement, derrière, qu'est-ce que tu veux faire de mieux que ça d'aller sur de l'ancien? Donc, c'est notre force et c'est notre valeur ajoutée. Puis, on va dire contrôler que tu ne fais pas une bêtise. Moi, Mathieu, tu arrives, tu me dis, bon, moi, je paye 8 000 € d'impôts, mais chaque année, je mets 3 000 € dans un PER, par exemple. Mhm. Donc, en fait, tu n'as plus qu'une enveloppe de 5 000 et puis, en fait, tu vas avoir un enfant et puis tu vas avoir du crédit d'impôt de 2 000 € chaque année. Mhm. Bon, bah, en fait, ton enveloppe d'économie d'impôt, c'est plus tes 8 000, c'est plus que 3 000. Tu fais un Pinel à 200 000, bah, tu n'auras que 3 000 € d'économie d'impôt parce que tu auras bouffé 100% de ta niche fiscale et tu n'auras pas assez d'impôts à payer. Donc déjà, nous, on va venir s'assurer que toi, tu puisses faire l'opération et que ça soit intelligent pour toi. Donc, c'est une Ok, première des choses. Donc, pas au-delà de même vente du choix forcée, du quoi. bien, bah, et puis au-delà du choix, c'est de te dire, non, mais en fait, toi, ce qu'il faut que tu fasses, là, c'est plutôt de l'accession à résidence principale, donc du neuf, parce qu'effectivement, là, le Pinel, ça n'a pas trop d'intérêt. Tu me dis que tu bougeras d'ici 6 à 7 ans. Bon, bah, prends-le avec un PTZ et de la TVA réduite. Ça veut dire que tu l'auras acheté moins cher, financé moins cher et que tu auras le droit de le louer au bout d'un certain nombre d'années. Tu ne pourras pas faire meilleure Hmm. opération que ça. Voilà. Et puis derrière, nous, on va aussi négocier auprès des promoteurs des remises qu'ils ne vont pas vouloir toujours faire parce qu'effectivement, la force de Papillon, c'est d'être suffisamment gros en termes de volume de vente pour pouvoir aller négocier auprès des promoteurs des remises. Toi. Ouais. Parce que les promoteurs, quand c'est toi en direct, tu sais, le client qui vient négocier dans tous les sens, ça ne l'intéresse pas forcément parce que si ce n'est pas toi, c'est un autre. Oui. Quand c'est nous qui venons, qu'on a déjà fait 3 opérations avec lui ou 4 opérations depuis 3 mois, Ouais. bon, il sera beaucoup plus enclin à faire une remise La supplémentaire. loi des nombres, effectivement, la loi des chiffres. Voilà, la loi du volume. Et puis voilà, mais vraiment l'idée, c'est d'abord, avant toute chose, avant de te trouver le meilleur produit, on va déjà déterminer si c'est un bon choix que tu fais, de faire ce type de dispositif. Si tu rêves de construire un patrimoine immo, mais que tu ne supportes pas la contrainte, si tu as toujours une bonne excuse pour repousser ton passage à l'action, ou encore si tu veux bien recevoir de l'aide, mais jamais renvoyer l'ascenseur. Alors dans ce cas, tu n'es pas le bienvenu dans le CID, le club des investisseurs d'Ether. Pour tous les autres, rendez-vous sur le lien en description pour tous se tirer vers le haut. Allez, on reprend là où on en était. Je voulais que tu nous touches 2 mots sur une news qui fait un peu les gros titres en ce moment, surtout les gros titres immobiliers. La fin du Oui. PTZ. La fin du PTZ annoncée, ou qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton sentiment? Alors, Qu'est-ce qu'il c'est faut pas la fin comprendre? du PTZ. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pas la fin du PTZ qui a été annoncé, puisque le PTZ sera renouvelé et prolongé jusqu'en 2027. Ok. Donc, il va se restreindre un petit peu parce qu'on va sortir certaines zones de l'accessibilité au PTZ. Surtout, ce qui est très difficile, c'est pour les constructeurs de maisons individuelles, Ouais. puisque les constructeurs de maisons individuelles n'auront plus droit au prêt à taux zéro. Tu sais de quoi ça part, ça? C'est toujours la même chose. C'est directive européenne. C'est on veut plus de maisons individuelles. Pourquoi? Parce que la maison individuelle, L'emprise au sol? et voilà, tu as tout dit. C'est-à-dire l'emprise au sol n'est pas bonne. Donc effectivement, artificialisation des sols, c'est plus le modèle, on va dire, vertueux sur le plan des émissions carbone, etc. Donc c'est pour ça que ces aides, elles sont coupées. Mais le prêt à taux zéro continue dans du neuf et même prolongé jusqu'en 2027. Donc pas de Avec, PTZ pour les maisons individuelles, mais toujours mais du ok PTZ pour du pour du collectif. collectif. Toujours OK pour du Ok, collectif. donc c'est Voilà. ça qu'il faut comprendre. Faut pas non plus. Voilà. Ah, faut pas se dire que c'est terminé. Il faut se dire que c'est juste pour le collectif. De toute façon, ça n'aurait aucun sens de supprimer des aides, sauf à. Moi, il y a un truc que j'aurais adoré, hein, c'est qu'ils suppriment la TVA. Tu vois? Supprimer la TVA du particulier. Supprimez-la, en fait. Vous faites une TVA à 5,5, c'est du logement. On l'a dit tout à l'heure, c'est un besoin primaire, le logement. Mm. Pourquoi il y a une TVA à 20 sur du logement neuf? Qu'est-ce qu'il ferait? Bah, allez-y, allez au bout de l'idée, j'ai envie de dire, politique. Surtout Vous voulez faire qu'avec la baisser les prix? RE 2020 dont tu parlais tout à l'heure, je crois que la Oui. plupart des promoteurs, ils ont l'obligation d'aller chercher des matériaux produits soit en France, soit qui sont très peu Bah générateurs oui, de CO2, donc je l'ai dit tout. ils ont des C'est obligations. exactement ça. C'est-à-dire que ça va se jouer sur la RE 2020, sur à la fois toujours l'amélioration de la performance énergétique et de la consommation énergétique du logement et surtout de la source d'approvisionnement. C'est-à-dire ça peut revenir avec des matériaux d'isolation plus traditionnels. Je pensais au bois, moins de choses chimiques et puis moins de choses lointaines, etc. Ouais. C'est quand même pour les promoteurs une vraie adaptation. Il faut qu'ils s'y mettent et ils le font. On sort des opérations. On a une très belle opération là chez Nexity en RE 2020 qui marche très très bien. Donc oui, tu auras ces vraies notions de contraintes sur voilà, l'approvisionnement des matières premières. C'est vraiment un cadre global
Donc là, le marché est en train de bouger, mais le prêt à taux zéro, pour te rassurer, il est prolongé jusqu'en 2027. Voilà. Il est toujours prolongé aussi, puisqu'effectivement, sur l'ancien, tu as la possibilité, en fonction du montant de travaux, d'avoir, comment dirais-je, du prêt compliqué parce qu'il faut quand même que ça représente un certain pourcentage du montant des travaux. Voilà. D'accord. Très bien. C'est vrai que c'était pas très clair. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est pas extrêmement bien expliqué cette histoire de prêt à taux zéro. Alors, non, mais en fait, ce qui est très flou aujourd'hui, c'est que le gouvernement ne sait pas trop sur quel pied avancer. Je pense que les acteurs professionnels disent au président faut faire bouger les lignes parce que on va se retrouver avec une crise du logement, c'est-à-dire très peu de choses Moi, à louer. Ça, j'ai vu passer une stat, certitude, je peux te la donner. Ouais, vas-y, donne-la moi, Mathieu. Euh, je l'ai vu ce matin, ça a été partagé par, attends, c'était sur LinkedIn. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn, je trouve que c'est très bien pour, Ouais. surtout dans le secteur de l'immobilier. Bah, je vais poster un post là cet après-midi sur l'immeuble de rapport. Ah, super. J'écris tout un truc sur l'immeuble de rapport. Génial ça. Voilà, je te partage, je te mettrai dans les commentaires, je Avec, te taguerai, avec si grand tu veux plaisir. bien. Alors, cette stat, je voulais la donner depuis le début de l'année. 80 promoteurs ont mis la clé sous la porte et 240 Oui. constructeurs de maisons individuelles ont mis la clé sous la porte. Évidemment, s'ils ont mis la Mhm. clé sous la porte en 2023, c'est parce que ça allait mal, certainement en 2022 et peut-être même en 2021 pour eux. Oui, Mais oui, voilà, c'était une stat que je voulais donner. Je ne sais oui. pas comment il faut la lire, mais en tout cas, tout ça pour dire que Alors, le gouvernement, à mon avis, ils savent, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ils savent pas trop quoi faire de cette situation. ils ne savent pas quoi faire. Moi, ce que j'aurais, si j'avais été aux manettes, euh, je ne le suis pas, mais j'aurais agi comme a pu le faire Sarkozy en son temps. C'est-à-dire que ce qui est le principal problème, enfin, il y a deux problèmes principaux. Hmm. Évidemment, la hausse des taux, les gens sont un peu sidérés par la hausse des taux, c'est une chose. Mais bon, tu sais, toi comme moi, que les taux, s'ils rebaissent, tu les renégocieras. Et que même si Ouais. tu achètes moins cher un bien immobilier avec un taux à 4, ça te coûtera le même prix que si tu avais acheté le bien plus cher avec un taux à 2, voire parfois plus. Bon, ça, c'est une chose. Hmm. Donc, il y a déjà la sidération des taux, mais ça y est, je crois que intellectuellement, psychologiquement, les gens sont au fait que les taux sont à 3 ou 4 finalement. En fait, l'anomalie, c'était d'avoir des taux à 1. Je pense qu'il faut quand même avoir conscience de ça. Donc, il y a cette sidération-là. Il y a aussi également l'absence de foncier disponible. Donc, il y a quand même une rétention des mairies. Je ne parlais pas plus tard qu'hier avec un petit promoteur qui avait qui fait 2-3 opérations par an, parce que les 80, c'est ça. Hein. C'est des promoteurs qui font 1-2 opérations. C'est pas Nexity, c'est pas Cogedim, c'est pas Kaufmann, c'est pas Vinci, c'est pas Emery, c'est pas. Ouais. C'est des petits promoteurs. Tu as plein de petits promoteurs qui vont faire 1-2 occasions. Bah, ils ont mis la clé sous la porte pendant 1 an ou 2. Puis dès que les conditions seront un peu meilleures, ils vont revenir avec des opérations. Mais le problème, c'est la délivrabilité des permis de construire où tu as des mairies qui font de la rétention. Je vais parler de mairie, une mairie comme Bordeaux, qui est une mairie écologiste. Je fais pas de politique, mais va refuser des permis de construire, etc. On ne sait trop pour quelle raison. Parfois, le promoteur, il va instruire pendant 1 an et demi un dossier pour avoir un foncier, etc. Et puis, on va lui dire non sans qu'il sache pourquoi. Bon, tout ça, ce retard, ça crée un retard à l'allumage qui est déjà ancien. Donc, effectivement, l'immobilier, c'est des cycles. Hein. Il y a des cycles bas, il y a des cycles hauts. La réaction qui avait été prise en 2009 suite à la chute des Lehman Brothers de Sarkozy, c'est de dire on va faire un super cellier, en fait. Donc, tu avais un cellier, tu avais chaque année 2,5% du montant du prix de ton bien en économie d'impôt. Bon, évidemment, tu as reboosté la Les construction de ventes. logements, Hmm. etc. Tu as reboosté les ventes, évidemment, parce que le cadeau était tellement fort. Et puis, encore une fois, quand tu donnes 2,5% d'économie d'impôt, sache que quand même derrière, l'État gagne beaucoup plus d'argent sur le produit livré, parce qu'à un moment, le bien va générer de la fiscalité foncière. Le constructeur, il va faire construire, il va acheter des biens avec de la TVA, Mais rien, il va rien que les payer des 20% de TVA salariés. récoltés partout là, dans les échanges, c'est Ben, énorme. rien que ça, c'est énorme. Donc, tu donnes 20% en économie d'impôt, au 22, au 23, tu en reprends 20 en TVA sur du particulier. Donc, il n'y a pas d'histoire de jeu de récupération. Hein. Tu ne vas pas t'amuser à dire j'ai acheté un ordinateur, j'avais 200 euros de TVA. Hein. Donc, déjà, il y a ça. Ils prennent 20% là. Et puis surtout, tout ce que l'impôt sur les sociétés, l'impôt du promoteur, Mhm. les charges sociales que ça va générer, la TVA sur les matières de construction, les taxes foncières que tu vas collecter chaque année de la part de tes clients.
Et puis voilà, et puis la ville, avec des nouveaux locataires, des nouveaux habitants, des nouveaux résidents, Ouais. voilà, qui vont cotiser, payer une taxe, etc. Donc, tu vois, tout ça fait que ce choix politique est entièrement dû au président, qui n'est, j'aime pas critiquer, c'est un homme qui est brillant, etc. Mais Certainement. j'avoue que là, pour le coup, là, il a vraiment, il a un problème. Mais je pense que Bah, il a peut-être pas la les, réalité va lui éclater au visage encore. Voilà, il n'est pas encore il a dedans. peut-être pas les gens Euh, pour ce sujet-là. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a il un les petit a manque parce que de. je vais te dire, il les a parce que tu as la PDG de Nexity, donc Madame Bédag, qui était un temps pressentie pour être Premier ministre, Ok. avant Elisabeth Borne, d'accord, qui est une femme qui est brillante. Elle le connaît, puisqu'elle a eu des échanges avec lui. Nexity, c'est le premier promoteur français, c'est un groupe immobilier, c'est le premier groupe immobilier français. Ouais. Donc elle est montée au créneau. Plusieurs fois, elle explique les choses. Et effectivement, ça a un peu du mal à se décanter un peu là-haut. Mais de toute façon, je pense que la réalité, la tension locative, le manque de logement va venir comme un boomerang et dire, bon, en fait, on n'a pas le choix, en fait. Il va falloir qu'on rebooste, il va falloir qu'on redonne envie aux gens d'acheter. Donc, sur la résidence principale, l'achat dans le neuf, aujourd'hui, on en fait beaucoup. Il n'y a pas trop de sujet. Les investisseurs, ils comprennent encore qu'il y a 1 an et demi à jouer, en tout cas sur la partie Pinel là-dessus. Ouais. Puis après, tu as d'autres dispositifs qui existent. Je pense au Malraux, je pense aux monuments historiques, ça va Tu peux nous perdurer. en parler de La ça loi. d'ailleurs, des monuments historiques? Je Oui, sais bien que sûr. ça s'adresse pas à n'importe quelle typologie de budget. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement? Ouais, bien sûr. Alors, je vais t'expliquer. Le monument historique, en fait, c'est une loi qui date de 1913 qui te permet de déduire le montant des travaux que tu as réalisés pour réhabiliter ce monument historique de tes revenus. Je te donne un exemple, tu gagnes 400 000 euros par an. Tu vas donc payer en gros autour des 180 000 euros d'impôts. Tu fais 300 000 euros de travaux sur un monument historique. Bon, bah, ton revenu, il est plus de 400 000 euros, il est plus de 100 000. Bon, je te laisse imaginer le gain fiscal que tu as généré. Donc là, on va venir déduire le montant des travaux réalisés en monument historique de tes revenus imposables et qui va faire mécaniquement baisser ton impôt. En gros, je mets 100 000 euros de moins de travaux que j'impute sur mes revenus. Je passe de 300 000 à 200 000, j'ai fait 45 000 euros d'économie d'impôt. Donc il n'y a rien de plus fort que le monument historique pour le faire. Ouais. Là, ce qui va jouer et ce qui va arbitrer sur l'obtention de cette économie d'impôt, c'est évidemment le bien en lui-même qui doit être Il classé doit être à classé. l'inventaire. Voilà, le monument historique, ça s'adresse pas à n'importe qui, ça s'adresse à des gens qui payent énormément d'impôts. Donc, profession libérale, c'est des gens qui payent entre 40, 50, 60, jusqu'à beaucoup plus d'impôts, ce genre de profil-là. Tu as la loi Malraux, elle, qui n'est pas sur le logement lui-même, qui n'est pas sur le fait Sur que la l'immeuble nature du soit logement. Ouais. classé. Voilà, sur la nature du logement, elle est sur l'emplacement. Donc aujourd'hui, la loi Malraux, ça date des années 60. C'est André Malraux, politicien, ministre de la Culture. C'est le tout premier d'ailleurs ministre de la Culture, ça ne s'appelait pas comme ça, mais de Charles de Gaulle, qui a dit, bah voilà, dans les années 60, c'était les zones périurbaines où les gens achetaient et puis les centres-villes étaient complètement délaissés. L'idée, c'était le rêve du petit pavillon en banlieue, etc. C'est un peu partout. Et ben, les centres-villes étaient délaissés. Les copropriétés étaient laissées à l'abandon, alors que historiquement, elles étaient belles. Les centres-villes étaient beaux, c'est des immeubles anciens en pierre de taille. Donc lui, il a créé la loi Malraux. La loi Malraux, elle, c'est un petit peu différent. Tu as à peu près 70 secteurs. Je vais te donner un exemple. Le centre historique de Bordeaux, le Vieux-Lille, le Marais pour Paris, enfin, etc., etc. Donc là, quand tu fais un Malraux, ton enveloppe travaux, tu l'as en crédit d'impôt. Soit 22% du montant du Malraux, soit 30%. J'achète un bien qui vaut 100 000 euros en Malraux, j'ai 30%, dont 105 000, dont 100 000 euros de travaux. Je peux déduire 30 000 euros, j'ai 30 000 euros d'économie d'impôt. D'accord, D'accord. ok. Qui représente les 30%. Voilà. Donc le Malraux, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont entre 20 000, disons au-dessus des 15 à 20 000, 30 000 euros d'impôt par an et qui là, pour le coup, ont envie d'acheter un bien très patrimonial. C'est-à-dire que c'est un immeuble ancien qui est rénové dans les règles de l'art, qui est donc beau, patrimonial, qui te permet de faire des économies d'impôt et qui marchera du feu de Dieu en location et en Airbnb parce que souvent tu as des hauteurs sous plafond qui sont incroyables, tu as de la pierre et puis là c'est vraiment une réhabilitation de A jusqu'à Z. Alors c'est pas toi tout seul qui va faire un Malraux, je le dis toujours, ou un monument historique, c'est les opérateurs qui sont spécialisés là-dedans, donc ils achètent des logements anciens, le couvent de je sais pas quoi, et qui le transforment en Malraux. Ouais. J'ai vu ça là, Voilà, dernièrement à Toulon, ou même à Béziers, là il y a un ancien couvent qui est à vendre, enfin les lots sont à voilà. vendre comme ça.
Voilà, c'est ça, exactement. Alors après, toujours pareil, même en Malraux, il faut faire son choix entre Béziers et peut-être Avignon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a peut-être des meilleurs choix à faire sur Avignon que sur Béziers. Mais après, c'est pareil, encore une fois, ça dépend du prix du bien. Mais tu vois, souvent, quand tu as déduit l'économie d'impôt, tu arrives sur des prix de marché qui sont quasiment au prix des marchés du neuf, sauf que tu as acheté, j'aime bien ce parallèle-là, tu as acheté une Rolls au prix d'une BMW une fois que tu as enlevé les impôts. Sauf que tu disais qu'en plus, là, on a le droit d'exploiter derrière comme on veut. Si on veut faire une location meublée de courte Alors, durée, non? Malraux, c'est 9 ans de location nue. Ensuite, tu peux passer en meublé, Ok. d'accord, ou en touristique. Le monument historique, c'est 4 ans de location nue, à peu près, jusqu'à la pure. C'est à peu près entre 4 et 5 ans. Et ensuite, tu peux switcher directement sur un loyer libre, d'accord. Malraux, c'est loyer libre, mais c'est 9 ans de location nue. Monument historique, c'est à peu près 4 ans de location nue. Et ensuite, tu Et peux les, et switcher sur un les, régime les meublé. deux sur des barèmes de loyer capé toujours ou pas? Non, Non, il n'y a pas. loyer libre. Il n'y a pas de capé. C'est pas capé comme du Pinel. Mais le monument Tu fais ce historique, que je tu pense veux. que ça explique beaucoup de pourquoi telle et telle grande fortune achète des ruines, Tu as tout dit. T'as tout dit. des Pourquoi ils châteaux ont des qui sont châteaux? Bah, abandonnés. évidemment, puisqu'ils vont y déduire de leurs revenus l'enveloppe globale des travaux. Même, ça marche autant pour les investisseurs qui vont acheter à un opérateur à la découpe un château qu'ils ont fait en plusieurs logements, Ouais. que toi-même en tant qu'accédant, qui achète toi-même le château avec du vin et qui réhabilite qui refait des travaux sur la bâtisse. Hmm. Bon, bah oui, effectivement, tu vas déduire de tes revenus ce montant-là. Mais alors attention, les travaux en monuments historiques, ils sont encadrés par les architectes des bâtiments de France et tu ne fais pas ce que tu veux. Donc, ils sont souvent coûteux et tu t'amuses pas à enlever des objets comme tu le veux ou s'il y avait un mur qui se trouvait là au milieu, tu ne l'enlèves pas, il est tel quel, tu n'as pas le droit d'y Ouais, toucher. il y a peut-être plus Effectivement. il y a peut-être plus de friction et plus d'interaction. Il y a des allers-retours avec Ouais, l'ABF parce qu'il ouais, faut que le projet voilà. soit validé par Ouais. l'ABF. Ok. Oui, et puis parfois, souvent, tu vois, à Toulon, je ne sais pas si c'est un monument historique, ce couvent, mais parfois, d'abord, l'opérateur va se dire, bon, bah, je vais essayer comment dirais-je, de le faire en monument historique, donc je vais voir s'il y a moyen de le faire classer au monument historique. Là, soit ça passe, je dis non, ça n'a pas de valeur historique, voilà, si c'est certains beaux bâtiments, bon, ça sera peut-être un Malraux, voire une opération en déficit foncier, si le ratio Malraux n'est pas assez intéressant, etc. Hmm. Donc, tu vois, c'est notre métier aussi de regarder ça, on connaît tout ça, la répartition de travaux, etc. Ok. On rentre dans des sujets complexes pour tes clients. Je pense que là où on a cette force-là, c'est quelqu'un qui vient nous voir en disant, voilà, moi j'ai envie d'investir, moi je paye 50 000 euros d'impôts, 10 000, 15 000, Ouais. 5 000, 7 000. Et j'ai envie que vous me trouviez quelque chose. Ou j'ai envie d'investir dans le neuf parce que je connais les avantages du neuf avec toutes les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la performance énergétique pour les années à venir. Bon, bah, dites-moi ce que je peux faire de mieux. Et ben, on va t'auditer. On va se faire ça en 3 rendez-vous. Un premier rendez-vous pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, qui est gratuit. On va regarder ensemble ce que tu gagnes. Quels sont tes projets? Quelle est la nature de ton épargne? Et puis ensuite, on organisera un deuxième rendez-vous. Là, on va vraiment rentrer dans la stratégie en te disant, voilà, par rapport à ce que tu fais toi, par rapport à ce que tu as toi, et par rapport à tes objectifs de vie, voilà ce que tu peux faire. Mhm. Si tu valides la stratégie, on se revoit une troisième fois et là, on va venir chercher tous les produits qu'on a, on va regarder ce qu'il y a de mieux et on va te dire, bah voilà, il y a ça, 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 ça. Ok. Si Selon nous, vous ça c'est ce croisez qu'il y a de mieux. Emric, attention, si vous êtes au troisième rendez-vous, vous savez que vous allez vous faire popper là. Alors, au troisième rendez-vous, on ne met jamais le couteau sous la gorge, mais il y a une chose que tu disais tout à l'heure en tout début de discussion, Ouais. c'est le temps aussi qui joue. Le coût de Plus on l'inaction. achète tôt, voilà, il y a un coût Ah d'inaction. Il bah y a bien des sûr. gens qui attendent. Là, je vais te raconter une histoire. Le coût d'inaction des gens qui avaient des taux à 1 il y a 2 ans et demi. On m'en parle même pas. Il y avait des gens, mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils se mangent les doigts. Ils se mangent les doigts. Ils n'ont rien fait. Bah bien Donc, ils sûr. ont continué, pour certains, à payer de l'impôt. Ils avaient des taux à 1. Aujourd'hui, ils reviennent dans le pipe. Bon, bah, ça se trouve, dans 3 ans, il n'y a plus de Ouais. Pinel, il n'y a Vous rien. étiez Ils touchent finançable il y a Walou. 2 ans et demi, mais aujourd'hui, on peut plus rien faire Eh ben pour vous. voilà, on ne peut plus rien faire pour vous. Voilà, et vous aviez l'occasion de le faire, vous ne l'avez pas fait parce que l'inaction et la peur aussi. Et on est aussi là aussi pour enlever les freins. Il existe plein d'aides pour se faire, pour, tu vois, avoir tes loyers garantis, etc. Ouais, Je bien veux dire, à un sûr. moment, Ouais, ouais, ouais. il faut arrêter. Le plus gros danger en immobilier, c'est la peur parce que faut pas avoir peur d'avoir raté, même une mauvaise opération. Quand je dis mauvaise opération, je te dis, tu as acheté un bien qui vaut 200 000 euros, tu le revends dans 15 ans, il vaut toujours 200 000 euros. Mais si toi, tu as remboursé que 30% du montant du bien, bah, vaut mieux avoir fait une petite opération et d'avoir sorti
en cash 130 000 euros sur 15 ans Ouais, que de n'avoir rien fait. Peut-être que tu aurais pu en faire une avec 200 000 euros de cash. ouais. Mais entre 130 000 et zéro, vaut mieux avoir fait celle de 130 000 en fait. Et c'est vrai que Non, puis parfois, ça t'a mis le pied à l'étrier, ça t'a peut-être crédibilisé auprès de ton financier pour aller chercher un autre, pour lever d'autres fonds. Non, mais je suis d'accord évidemment. avec ça. Est-ce qu'on peut essayer de faire un truc un peu contre-intuitif? Parce que je pense que toi, Mhm. d'habitude, on te pose la question, ok, ce que tu fais, ça s'adresse à qui? Est-ce que tu peux me dire à qui Papillon Patrimoine ne s'adresse pas du tout? C'est-à-dire, cette personne-là, elle a tel et tel critère de vie, il se passe ça dans sa vie en ce moment, elle vient de parler, elle a toute la bonne foi du monde, et toi, avec la même foi, la même meilleure foi, tu lui réponds, tu n'es pas éligible, on peut pas t'aider. Nous, on fait pas ça. Alors, déjà, ton taux d'endettement, Ok, tout de suite. Bon, ça va limiter tout de suite les choses. Si on voit que tu n'as pas d'enveloppe et que tu ne peux pas faire, tu n'as pas de capacité de levier et de financement, on ne va pas pouvoir t'accompagner ok. dessus. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, si tu es marié sur un régime de communauté de biens et que ton conjoint ne travaille pas, bah, tu ne peux pas acheter seul. Donc ça va être un autre facteur Hyper important limitant. ce point-là, ouais. Aussi, voilà, hyper important Ça doit arriver souvent, non? également. Et ça arrive. Ou si tu le dis, bah, moi, ça arrive. Alors écoute, nous, on a quand même une audience qui vient beaucoup par les simulateurs. Tu vois, il y a quelqu'un qui a fait une simulation monument historique sur le site. Ça Donc, trie. on a des simulateurs. Ça trie, etc. Mais on fait toujours un entretien. Après, il y a toujours peut-être quelque chose à faire, même sur un petit investissement locatif. Nous aussi, on a des partenariats avec des partenaires dans l'ancien. On fait des petites choses. Mais non, ce qui va déterminer que tu ne puisses rien faire, c'est le taux d'endettement. Ok. Sinon, pour le reste, il y a toujours peut-être une petite chose à faire. Voilà, donc, ou alors ton âge, si tu as 65 ans, tu veux faire un investissement locatif et que tu veux emprunter, on sait très bien qu'avec le taux d'usure et les taux actuels, bon, personne ne te prêtera. Le facteur limitant, c'est uniquement l'endettement. D'accord. C'est tout. Ton taux d'endettement n'est pas bon. Voilà. Moi, il m'est arrivé, je vais te raconter une histoire. J'avais une dame qui vient me voir, fonctionnaire de police. Elle avait du loyer, elle avait des revenus, voilà, autour des 2 000 euros. Et elle avait un crédit conso qui tournait. Et elle voulait faire un petit investissement locatif, elle n'en a jamais fait. Elle a un crédit conso, il lui restait 7 à 8 000 euros, puis elle avait 25 000 euros d'épargne. Ah oui, Avec un taux en plus, oui, oui. je ne sais plus combien, mais très élevé. Ouais. Et je lui dis, cette dame, je ne vais rien pouvoir faire pour vous. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de rembourser en anticipé votre. Ça vous coûte 400 euros de mensualité par mois. Je dis, Ouais. remboursez en anticipé Saignez-vous votre une prêt à la fois, conso. mais Vous avez arrêtez voilà, de perdre du sang tous les voilà. mois, quoi. Voilà. Et puis en plus, ça vous coûte en intérêt d'emprunt, puis vous allez retrouver de la capacité d'endettement. Je ne m'attendais pas du tout à la revoir, cette dame-là. Eh bien, 6 mois plus tard, elle me rappelle, elle me dit bonjour monsieur Elno, bah, c'est madame. Elle me dit voilà, j'ai fait ce qu'on m'avait dit. Et donc aujourd'hui, on me prête 100 000 euros. Eh ben, on a trouvé un studio à Rouen à investir dans l'ancien complètement réhabilité. Voilà, et qui en Magnifique, ce moment est loué. magnifique. Donc tu vois, alors je ne m'attendais pas à la revoir. Bon, petit budget, etc. Je lui ai juste donné le conseil qu'il fallait pour qu'elle le fasse. Et ben, elle m'a suivi, elle a fait le conseil. Et ensuite, j'ai eu sa fille aussi. Passage à l'action. Euh, voilà, passage à l'action. Et pourtant, une dame qui a jamais investi, 55 ans, fonctionnaire de police, locataire depuis 40 ans, 3 enfants, adorable, gentil comme tout, eh ben, elle a réussi. Ok. Voilà, on lui a fait une opération. Et elle aura quelque chose à donner à ses enfants. Elle aura créé un peu de patrimoine dans 10 ans. Elle aura un petit loyer de 400-500 euros de plus de sa retraite. Eh bien voilà, Propre. voilà, propre. Voilà. Puis, tu sais, les anecdotes, Bah, j'imagine, ça on en doit a être ton 50. quotidien. Mais vraiment, l'idée, c'est de dire, si tu as envie d'investir, tu te poses des questions, tu ne sais pas comment faire, tu vas être accompagné, bah écoute, tu prends contact avec nous et puis on regardera ce qu'il y a à faire. Ok. Voilà, c'est tout. S'il y a des choses à faire, on le fera. S'il n'y en a pas, on ne le fera pas. Aymeric, on arrive sur la toute fin de cet épisode. Euh, Est-ce que ça serait quoi la meilleure façon pour un auditeur là qui s'est dit, bah effectivement, il y a des choses qui m'ont interpellé, Aymeric, il a dit des vérités et je me sens concerné. Comment il fait Mhm. pour te contacter? Alors, il va sur Papillon Patrimoine Ouais, et il a le formulaire de contact. c'est le plus Et simple. puis il remplit, c'est le plus simple. S'il veut avancer un petit peu, il a l'étude patrimoniale en ligne, donc il peut faire. Voilà, je sais qu'on fait quelques transformations, mais sinon il fait contact@papillonpatrimoine.fr au singulier. Ok, Il peut aussi me taguer me demander en ami sur LinkedIn. ok. Je suis, je crois, en profil ouvert. Et puis voilà, Il avec peut plaisir. discuter Et avec puis toi. c'est moi qui le recevra. S'il veut vraiment discuter avec moi, il peut le faire avec moi. Sinon, j'ai mes associés, puis on a des consultants qui travaillent très bien. Mhm. L'ADN vraiment,
bienveillance surtout. C'était vraiment quelque chose qu'on avait dès le départ. C'est-à-dire, Hmm. on va pas emmener nos. Tu sais, souvent une image qui colle mal à celui des conseils de patrimoine, ce serait des gens qui sont sans foi ni loi. D'ailleurs, c'est pas vrai. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Mais nous, dès le départ, on s'est dit voilà, soyons bienveillants, parce que quelqu'un qui est bienveillant, de toute façon, il va souvent être content de ce qu'il fait. Il va pas lâcher. S'il y a un loup, il se dit Valenciennes et tout. Il y va. Moi, une fois, j'ai fait casser une vente de quelqu'un qui avait acheté à Lens dans du neuf. Hmm. Je vais taire le nom du cabinet, quoi. Ouais. Non, mais j'ai dit, vous allez me casser ça tout de Je suite. connais pas J'ai dit, Lens et si moi, et son attractivité, mais je pense mais qu'ils t'étais sont à pas. 3005 du mètre carré, alors que, ouais, Lens, À part le et que foot, à mon le mètre avis, il carré, s'y passe pas grand-chose, quoi. ouais, alors il y a une extension du Louvre, je crois maintenant à Lens, mais oui, tu as raison. Puis c'est même pas au-delà de ça, c'est la décorrélation totale entre le prix du neuf et de l'ancien. Ouais. Toujours En fait, comparer ces les gens-là, deux. je les avais vus le jour du Covid, c'est-à-dire le jour où ils annonçaient que les écoles fermaient, Ouais. et etc. Donc je les avais vus, je leur ai dit voilà la stratégie, ça a fermé, je les retrouve 4 mois plus tard. Ils disent, ah, monsieur Evenot, par contre, on a fait une opération à Lens. Je dis, ah, d'accord, bon, moi, comme j'ai tout le stock, j'ai regardé. C'est quoi? Ah, le T3 là, à 250? Ok. Donc on est à 3006 du mètre carré, à peu près. Lens en moyenne, on est à C'est 1008. ce que j'allais dire. Donc là, vous allez m'arrêter ça tout de suite. On a fini par un bien Romainville, à côté de chez eux, à 15% des prix de Quel l'ancien, sur un budget département, similaire. Romainville? 93. Ok. 93. Romainville, c'est vraiment limite, Touche. limite Paris. Touche. Métro, super métro qui arrive en 2025 et tout. Ils ont fait un truc d'enfer. 250 000 euros, le gros T2 avec parking, Sur le bien Grand Paris, quoi. disposé, Ok. méga balcon Ça marche. sur le Grand Paris, à côté de chez eux. Je veux dire, ils allaient se retrouver avec ça. Donc la bienveillance, c'est ça. C'est de faire casser ça. Je leur ai fait faire le document. Et là, je ne l'ai pas fait pour, comment dirais-je, pour récupérer. Je lui dis, mais vous allez dans un truc casse-gueule, quoi. Il y a beaucoup mieux à faire, tu vois. Et 3 ans plus tard, elle m'envoie encore des messages, la dame, tu vois. Ouais. Enfin, le couple m'envoie encore des messages. Donc, on a mis 1 an et demi à sortir le financement. Ça n'a pas été toujours très simple. Le promoteur nous a fait confiance, on a conservé, etc. Tu vois, la gestion de la relation avec le promoteur, c'est aussi important. Mais oui, contactez-nous, soit sur mon LinkedIn, Ok. soit Émeric Evenot, Ça marche. soit papillonpatrimoine.fr. Ben, on Contact, mettra le lien et on juste y va, dessous quoi. Hein. en description. Avec Je tiens à plaisir. préciser quand même parce que je pense que les gens, certains vont penser que je me suis perverti ou quoi, mais en fait pas du tout. Déjà, je suis pas rémunéré pour t'avoir aujourd'hui, hein, Non, et je suis pas rémunéré. Enfin, non, j'ai rien payé du tout. et puis il y a pas de. Non, mais quand je veux dire, il n'y a pas d'affiliation ni rien. Moi, ce que je voulais, c'était ouvrir le micro à quelqu'un qui a une vraie expertise et qui parle de ce dernier sujet dont tu as parlé juste à l'instant, c'est-à-dire la bienveillance de savoir t'amener sur un projet qui va pas te coûter, qui est pas casse-gueule en fait. Au contraire, Ouais. qui va te servir pour plus tard. Euh, et euh, et c'était pour ça que je voulais t'avoir plus qu'autre chose. Et voilà, il n'y a aucune affiliation. Si vous voulez bosser avec Emeric, vous y allez. Si vous voulez bosser avec un autre, vous irez bosser avec un autre. L'idée, c'est juste que vous Exactement. ayez écouté ça et que peut-être que. Tu vois, je sais que toi qui m'écoutes, des fois, tu as du temps, des fois, tu as envie de t'investir dans un projet et ce que je te partage au quotidien dans l'ancien ou dans d'autres stratégies, ça va te plaire. Mais il y a aussi toi qui m'écoutes, qui a des gros salaires, qui a absolument pas le temps, qui a 2 enfants, une femme à t'occuper, et particulièrement peut-être aussi une certaine somme d'impôts à payer tous les ans. Je pense que c'est plus à toi que cet épisode il s'adresse, et peut-être que ça sera peut-être pas forcément du neuf, ça sera peut-être de l'ancien, parce qu'il a dit tout à l'heure, Emery, qui peut aussi amener là-dessus. J'ai des très belles choses dans l'ancien aussi. Mais je pense que voilà, l'idée c'est d'avoir une ouverture d'esprit, et je pense que pour boucler la boucle et finir sur ce que j'ai dit au début, en fait, être binaire en immobilier, c'est se fermer des opportunités. Donc, Je suis totalement ne d'accord avec sois pas toi. binaire et voilà. Et peut-être juste, des fois, ça coûte rien d'écouter. Exactement. Oui, oui, non, et puis, et puis tu l'as dit tout à l'heure, hein, il y a des gens qui ont fait des très belles opérations. Tu as des témoignages avec quelqu'un qui a fait Ouais, des super bien opérations. Puis sûr. moi, j'en ai plein. Si tu veux des anecdotes, j'en ai fait 50. Enfin, on a fait des choses à Clamart à 4 000 euros du mètre carré dans du neuf qui valent 6 000, 7 000 euros dans l'ancien aujourd'hui qui sont magnifiques. Je veux dire, vraiment, pour le coup, Mhm. euh, c'est vraiment quelque chose qui colle à la peau, mais qui est faux quand le travail Ok. est bien fait. Et puis, et c'est surtout quelque chose qui date des années début 2000, en fait, Ouais. et donc qui est resté, etc. Mais les gens ne comprennent pas les mécanismes. Et puis surtout, ils ne comprennent pas que l'ancien, ça ne vaut pas
quand même bien que tu achètes 100 000 à la fin, quand tu mets bout à bout tout ce que tu as fait. Tu n'as pas coûté 100 000, tu as coûté 120, 125, 130 en fait, en Oui, réalité. oui. C'est très, très rare. Voilà. Voilà. Et puis, on aurait pu continuer sur l'immeuble de rapport. Il y a encore plein de sujets Bah, peut-être qu'on aura on d'anecdotes. aura Mais peut-être l'occasion de repartager un moment au micro ensemble. allez, plaisir. Juste avant de te Exactement. laisser, Voilà. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet été? Tu pars un peu en vacances? Tu fais quelque chose de cool? Oui, 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 je pars un petit peu en vacances avec les enfants au bord de la mer. Ça, c'est On cool. est en train de lancer, on développe le nouveau site. À côté de ça, en parallèle, on a développé une solution de logiciel SaaS qui s'appelle simulio.fr, donc un peu la déclinaison de tous les simulateurs que tu as là. On a des simulateurs qui sont dédiés plutôt aux professionnels, mais j'ai envie de te dire que même ta grand-mère serait capable de faire une simulation en Malraux avec ce logiciel-là. Mhm. Voilà, Ok. donc tu vois, on a plein de projets, plein de projets. On a encore signé 2 nouveaux promoteurs en mandat direct. Et donc voilà, donc on poursuit, on continue le développement, on déménage nos locaux, on s'agrandit encore. Voilà, et puis surtout, moi, ce que je souhaite aux gens aussi, parce que bon, là, on est encore en juin. Moi, je partirai en vacances qu'en août, c'est n'ayez pas peur d'investir. Les taux à 4, c'est pas grave. Vous les renégocierez à 2 vos taux Bien sûr. quand ça rebaissera. Le coût d'inaction est bien plus important que celui du taux. Voilà. Ouais. Donc, osez, 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 parce que si on obtient dans la vie de choses positives que quand on ose y aller. C'est sûr que si on ne fait rien, on ne risque rien, mais on n'a rien. Donc Hmm. voilà, je me souhaite moi des bonnes vacances avec les enfants, en C'est famille. cool. Et puis toi aussi, hein, Mathieu, je te souhaite de bonnes vacances. Merci. Et puis voilà, osez, voilà les investisseurs. Mer- Nous voir ou voir d'autres gens, il n'y a pas de souci. Merci, merci Émeric pour ton temps, merci pour tout ce que tu as partagé et ta positivité. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.